Bonjour. Le 6 avril 1994, vers 20h30, l'avion Falcon 50 transportant les présidents du Rwanda et du Burundi, Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira, leurs collaborateurs et 3 Français membres de l'équipage, est abattu par un missile SAM-16 alors qu'il amorce son atterrissage à l'aéroport de Kigali. Depuis 28 ans, au moins 5 enquêtes nationales et internationales ont été menées et aucune n'a encore permis de poursuivre les auteurs de cet acte terroriste. Nous avons voulu comprendre pourquoi une chape de plomb pèse encore sur cette affaire et pour cela, nous allons dialoguer avec nos 2 intervenants ici présents qui ont été des acteurs de premier plan dans ce dossier. J'ai à ma gauche M. Faustin Twagiramungu, président du MDR, Mouvement démocratique républicain, opposé à l'époque au parti du président Juvenal Habyarimana assassiné lors de cet attentat. Ensuite, vous êtes devenu Premier ministre, vous avez été désigné Premier ministre du gouvernement de transition suite aux accords d'Arusha. Et bien après donc la prise du pouvoir du FPR par Paul Kagame, vous êtes devenu le Premier ministre du régime de Paul Kagame, après le génocide. Vous avez démissionné de vos fonctions le 28 août 1995. En un mot, pourquoi? Oui. En un mot, pourquoi vous avez démissionné en 1995? Tout simplement parce que je ne pouvais pas suivre la voie que traçait M. Kagame et les siens. Le président lui-même n'avait rien à dire. Par conséquent, le Premier ministre n'avait non plus rien à dire. Donc, il faut pas rester dans ce genre de gouvernement. C'est M. Kagame qui était le vice-président et ministre de la Défense. Qui était président, en fait. D'accord. En 2003, vous vous présentez aux élections présidentielles face à Paul Kagame et là encore, vous êtes battu ou c'est vous qui gagnez? Non. Kagame n'est pas aussi connu que je l'étais et que même je le suis encore aujourd'hui. Donc, Kagame avoir 93% et moi, Fossé Twagiramungu, 6,6%, c'est pas possible. Enfin, tous les Rwandais savent pertinemment que j'ai gagné ces élections. D'accord. Donc, vous êtes un acteur politique majeur de la vie de votre pays et vous vivez actuellement en exil depuis combien de temps maintenant? C'est depuis 1995, hein, il faut compter jusqu'à aujourd'hui. Bon, à ma droite, j'ai le colonel Luc Marchal, qui était le commandant des casques bleus belges au Rwanda au moment des faits. Donc, le patron, on pourrait dire le patron de la sécurité de la ville de Kigali, c'est bien ça? Oui. Donc et puis le bras droit du général Dallaire. Tout le monde connaît le général Dallaire, mais celui qui faisait aussi un peu le travail pour tout ce qui est sécurité de la ville de Kigali, c'était bien vous, c'est bien ça? Oui. Petite rectification, je n'étais pas le commandant du bataillon belge, j'étais le commandant du secteur Kigali, qui avait 5 composantes différentes. Il y avait des Ghanéens, il y avait des Belges, il y avait des Bangladeshis et aussi toute une série d'observateurs militaires de la MINUA. Donc, en fait, j'étais commandant de secteur. Comme le numéro 2, en quelque sorte, de la sécurité des Nations Unies. Oui. Bon. Alors, je voudrais donc commencer par une petite réflexion d'actualité. C'est que le 15 février dernier, donc la justice française a rejeté le pourvoi des parties civiles dans le dossier de l'attentat, confirmant ainsi le non-lieu de la cour d'appel. Puis-je vous demander à tous les deux, qu'est-ce que vous avez ressenti à la suite de cette décision de la justice française? Parce qu'il faut rappeler quand même que 5 pays, enfin je dirais 5 enquêtes nationales et internationales, il y a eu une enquête belge, il y a eu 2 enquêtes du tribunal pénal international, une enquête de la justice espagnole et une enquête effectivement française, ou 2 enquêtes faites par la France, la première enquête par le juge Bruguère et la deuxième enquête par le juge Trévidic, Poux et Herbeau. Donc, quel a été votre sentiment, vous qui avez vécu ces événements, en entendant que finalement, dans cette affaire, on a un non-lieu? Je commence par M. Faustin. On va commencer par moi, mais je vous dis sincèrement que son non-lieu peut donner un espoir de recommencement, peut-être. C'est ce qui s'est passé au Rwanda.
Mais de plus, je pense que ce non-lieu agace les Rwandais et surtout les gens qui ont vécu l'histoire récente de notre pays. Autrement dit, nous connaissons mieux ce qui s'est passé dans notre pays, plus que ceux qui prennent l'initiative de faire des analyses en contredisant peut-être d'autres concurrents, parce que je dois être clair. Je crois que l'enquête qui avait été menée par le juge Bruguière était correcte. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment il y a eu une autre enquête qui contredit ce que le premier juge avait indiqué. Alors, nous pensons qu'il y a anguille sous roche. D'abord, le mépris à l'égard du peuple rwandais, qui connaît mieux ce qui s'est passé, plus que ceux qui font ou qui mènent une enquête dans leur bureau. Donc, nous déplorons encore ce fait historique, c'est-à-dire les relations qui ont existé entre la France et le Rwanda. On ne comprend pas comment, aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé au Rwanda, comme les Rwandais eux-mêmes, comme moi par exemple, prennent des décisions pour dire, écoutez, non-lieu. Comprenez? Donc, un peu de mots, nous avons été consternés d'entendre que l'avion de Habyarimana, qui transportait Habyarimana et le président du Burundi, n'a pas été abattu par le FPR. C'est extraordinaire. M. Kagame lui-même, en Kinyarwanda, il a dit qu'est-ce qui était dans cet avion? Donc, qu'est-ce que M. Habyarimana a été comme personnalité? Autrement, il accepte qu'il a tiré sur l'avion, il le dit en Kinyarwanda, et souvent, j'imagine qu'il le dit aussi en anglais. Je donne un petit exemple. L'exemple que je donne, c'est l'interview que M. Kagame a eue avec un journaliste de la BBC. Ça cure. Oui, mais Kagame a accepté. Il a accepté que si je même tirais sur cet avion, je m'en fous. Qu'est-ce qui était dans cet avion? Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un non-lieu quand la personnalité envisagée dans le contexte de ce, comment dirais-je, de ce dossier, lui-même accepte qu'il a commis cette erreur. Monsieur Twagiramungu, vous parlez effectivement de l'intervention de Monsieur Kagame à la BBC. J'ai sous le nez cette déclaration. Le journaliste Stephen Shakur demande au président Kagame, vous n'aviez pas le droit de descendre son avion et de l'assassiner. Paul Kagame répond, eh bien, j'avais le droit de me battre pour mes droits. Le journaliste reprend, mais croyez-vous que vous aviez le droit de l'assassiner? Kagame dit non. Il rit et il l'ajoute, mais bien sûr, Habyarimana étant du côté de ceux que je combattais, il était possible qu'il meure facilement. Je dis que nous étions dans une situation de guerre, mais ceci n'a rien à voir avec l'assassin de Habyarimana. Je ne traiterai même pas de ce sujet. J'ai dit tout simplement qu'il n'est pas étonnant qu'un belligérant meure. C'est ce que dit Kagame. C'est ce qu'il dit, déjà. Mais alors, si il y a des gens qui prennent l'initiative de dire qu'il y a eu non-lieu, c'est franchement un mépris envers le peuple rwandais. On nous prend pour des animaux, des gens qui ne peuvent pas essayer de se défendre, et nous devons être défendus par des gens téléguidés par d'autres intérêts que les intérêts du peuple rwandais. Le peuple rwandais a souffert. Le peuple rwandais sait très bien ce qui s'est passé dans son pays. Et
disons, en revenant sur cette citation, j'imagine qu'elle est traduite aussi en Kinyarwanda, le monde entier devrait savoir ce que Kagame a dit. Et je dois ajouter ceci. C'est très important. Je pense que les Américains connaissent bien que Kagame a tiré sur l'avion de Habyarimana, où il n'y avait pas seulement Habyarimana, mais il y avait aussi le président du Burundi. Silence absolu. Et quand Kagame arrive, Monsieur Clinton, président alors des États-Unis, là, this man is our kind of man. He is our kind of man. C'est très important. C'est l'homme qu'il nous fallait. C'est l'homme qu'il nous faut. Donc nous, Rwandais, là, qui pleurent pour les gens qu'il a tués, il ne faut pas en parler. L'homme est là. Clinton a dit ça? Oui. Oui. Je pense que je pourrais vous envoyer la citation si vous préférez. He is our kind of man. Et puis quoi encore? Alors, je vais demander au colonel Luc Marchal quel a été son sentiment après ce non-lieu. Vous qui étiez quand même en charge de la sécurité de l'aéroport de Kigali. Le sentiment, c'est une profonde déception. Parce que, comme M. Twagiramungu l'a dit, l'enquête du juge Bruguière était quand même fondée sérieusement. Et à partir du moment où le juge Trivedic a pris le dossier en main, il y a eu un véritable détricotage du travail du juge Bruguière. Il y a aussi eu, dans la succession des événements, des moments qui sont incompréhensibles, comme la soi-disant enquête au Rwanda, où on se rend compte que des témoins capitaux n'ont pas été appelés à témoigner et qu'on a sélectionné les témoins qui ont été présentés aux deux juges d'instruction. D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas été interrogé par le juge Trivedic? Non. Mais vous avez été interrogé par le juge Bruguière? J'ai été interrogé par le juge Bruguière, oui. Monsieur Faustin Twagiramungu, vous avez été interrogé par le juge Trivedic? Non, ni l'un ni l'autre m'a interrogé. Mais vous avez été interrogé par le juge Bruguière? Non. À Paris, vous êtes venu à Paris pour témoigner, pour témoigner? Je ne me souviens pas. Je pense que oui, vous êtes venu à Paris pour témoigner dans l'enquête du juge Bruguière, puisqu'il y a votre déposition dans le cadre de l'enquête du juge Bruguière. Dans ce cas-là... Je pense que vous avez été interrogé le 28 octobre 1998 à Paris. Et dans le cadre de cette enquête, vous avez aussi été entendu dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire française. Ah oui. Voilà. Dans le cadre du Parlement, oui. Bon, alors, continuez donc, monsieur Oui, Marchal. donc, voilà. Cette enquête, évidemment, a interpellé pas mal de monde. Et puis ensuite, il y a eu quand même des interventions de l'exécutif français dans la procédure juridique, puisque, moi je me rappelle que le président Sarkozy ainsi que Bernard Kouchner ont quand même fait des déclarations qui pour moi étaient scandaleuses. C'était de l'immixtion dans les problèmes de la justice. On a l'impression de se trouver dans une république bananière avec des affirmations. On se demande comment est-il possible de formuler cela. Et puis, il y a eu, je pense, au cas d'Émile Gafirita, où il y avait un témoin là qui aurait dû être protégé, qui ne l'a pas été, dont on a fourni même le lieu de séjour au Kenya et qui a été enlevé et vraisemblablement assassiné. Alors, au niveau du non-lieu, la déception est d'autant plus grande que ça aurait pu être le moyen de débattre ouvertement en fonction des points de vue que l'on a évoqués tout au long de
de la procédure. Et ici, ce non-lieu, c'est vraiment fermer la porte à tout dialogue, parce que jusqu'à présent, il y a des affirmations péremptoires qui viennent de Kigali, et de l'autre côté, il n'y a aucune voix qui peut être entendue pour dire oui, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais vous qui étiez présent sur le terrain à Kigali en 1994 au moment de l'attentat, d'après vous, qui était en situation technique sur le plan militaire de pouvoir commettre un acte de terrorisme contre l'avion du président? Parce que vous aviez quand même un certain nombre d'informations, d'éléments qui pouvaient... Mais ce que je peux dire, c'est que les forces armées rwandaises n'étaient certainement pas en mesure d'organiser et d'exécuter ce genre d'attentat, tout simplement parce qu'ils ne disposaient pas de missiles sol-air et que la pauvre artillerie antiaérienne dont ils disposaient et qui était installée sur l'aéroport de Kanombe, c'était des vieux canons chinois. Et c'est la seule chose qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour protéger leur espace aérien. Donc, s'ils avaient eu des missiles, ben, il est évident qu'ils auraient placé leurs missiles pour défendre leur espace aérien, et pas des vieux canons chinois qui étaient dépassés par les événements. Je rappelle quand même que sur le contrôle de l'armement, c'est vous qui étiez le responsable pour contrôler et les armements du FPR et les armements des forces armées gouvernementales. Absolument. Et vous êtes certain que les forces armées gouvernementales n'avaient pas du tout de missiles, même cachés, pour pouvoir... Vous savez, il ne suffit pas de posséder des missiles, il faut aussi avoir un minimum d'infrastructures pour l'instruction et l'entraînement. Qui aurait dû être visible et être sur place parce que ce n'est pas... Enfin, c'est du matériel quand même important et qui ne passe pas inaperçu. Moi, j'ai quand même été dans les différents quartiers, entre autres au camp de Kanombe où se trouvait l'artillerie des forces armées rwandaises et il n'y avait aucune infrastructure permettant de donner de l'entraînement à des tireurs de missiles solaires. Monsieur Faustin Twagiramungu, quand vous êtes devenu Premier ministre, est-ce que vous avez eu le sentiment, en étant avec Kagame ou avec ses proches, qu'il y avait eu des informations qui pouvaient laisser penser que c'était soit les gens du FPR, soit les gens de ce qu'on appelle les extrémistes Hutus qui auraient abattu l'avion? Moi, les extrémistes Hutus, il faut être... J'allais utiliser un mot fort, mais je laisse tomber. Les Rwandais, je les connais plus que Kagame, de toute façon. Les gens qui étaient dans son armée, je dis l'armée de Habyarimana, je les connais aussi. Il ne pouvait y avoir personne, parmi les officiers ou même les simples soldats, qui aurait eu l'intention d'aller tirer sur l'avion. Et c'est extraordinaire que les gens osent même le dire. Extrémistes Hutus, qui tirent sur l'avion de Habyarimana, pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il disait qu'Habyarimana n'était pas d'accord avec les accords de paix, par exemple. Qui n'était pas d'accord avec les accords de paix, ou plutôt qu'il était d'accord avec les accords de paix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on devait tirer sur l'avion de Habyarimana, c'est tout simplement dire, écoutez, il a accepté les accords de paix d'Arusha, et maintenant les Tutsis reviennent pour reprendre le pouvoir. Or, ceci n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, parce que les accords de paix d'Arusha ne donnaient pas le pouvoir aux Tutsis qui rentraient au Rwanda. Et quand on parle des Tutsis, je pense qu'il faut aussi calmer la situation. Les Tutsis, ce n'est pas une race, ce n'est même pas une ethnie. Les Tutsis, c'est un système clanique qui existe chez nous au Rwanda. Donc, dire que les Rwandais sont divisés, je pense que je saute votre question, mais il faudrait que les gens comprennent. N'est-ce pas? Votre question est claire. Est-ce que les extrémistes Hutus ont tiré sur l'avion du président Habyarimana? La réponse est non. Je ne réponds pas au nom du peuple rwandais, mais je pense que 99% vous direz que c'est non. On n'a pas eu cette Vous parlez du fait que vous connaissiez à la fois
puisque vous étiez un opposant à Abiyarimana. Bien entendu. Donc vous connaissez effectivement les gens qui étaient les plus excités du camp d'Abiyarimana, et vous connaissez aussi les gens du FPR, parce que vous côtoyez aussi les gens du FPR. Oui, les côtoyer, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Donc, je veux dire que vous connaissez les deux partis. Oui, je les connais, les deux partis. En tout cas, pour moi, dire qu'il y a eu un Hutu extrémiste ou un groupe de Hutu extrémistes qui se sont organisés pour tuer Abiyarimana, c'est un mensonge, inventé par le FPR. Et c'est extraordinaire que son mensonge soit pris comme si c'était une vérité par les Occidentaux surtout. Pourquoi? Ils ne donnent pas de raison. Tout comme ils ne donnent pas de raison d'expliquer si les Kagame sont les anciens soldats de Museveni, qui avaient été poussés par Museveni de prendre le pouvoir parce que c'était la promesse qu'il avait faite. Et cette promesse-là a été accomplie, tout simplement. Je m'excuse, hein, je vais peut-être très loin. Les réfugiés Tutsis, pour lesquels moi j'ai plaidé, ne sont pas rentrés après la victoire de ces soldats de Kagame. Et encore aujourd'hui, vous comprenez? Donc, aller dire que bon, mais les Kagame ont sauvé les Tutsis au Rwanda, ça non plus, c'est inacceptable. C'est inacceptable de dire qu'il y a eu un génocide des Tutsis. Et que cela soit, comment dirais-je, mais si, le génocide des Tutsis est validé juridiquement par le tribunal pénal international et par les juridictions. Non, je ne crois pas. Bon. Quel journal international? Écoutez, plutôt le tribunal international, je m'excuse. Oui, le tribunal pénal international pour le Rwanda a validé le génocide des Tutsis. On ne peut pas... Donc, déjà, enfin, pour moi, on ne peut pas discuter de ça. L'un des points les plus importants sur lesquels je voulais attirer votre attention, c'est le fait, par exemple, que vous-même, en tant que Premier ministre, vous avez reçu un rapport de votre patron des services de renseignement sur l'attentat, qui avait été fait sur l'attentat. Il vous a remis ce rapport. Et vous avez été amené à dire à votre patron des services de renseignement de faire très attention sur cette affaire-là. Pourquoi est-ce qu'on pouvait être prudent au sein du gouvernement FPR ou parmi les gens qui travaillaient au sein du FPR pour parler de cet attentat si le FPR n'était pas mêlé à cette histoire? Bon, écoutez, nous n'allons pas nous contredire ici. Hein. Le rapport dont on parle sur l'assassinat du président Abiyarimana, c'est quel rapport? Qu'est-ce qui m'a donné ce rapport-là? Qu'est-ce qui m'a donné ce rapport? Je n'ai pas reçu de rapport. Sur votre patron des services de renseignement, c'est qui ça? Sixbert Musangamfua. Mais je ne sais pas s'il a eu ce rapport lui-même. Mais il avait fait des recherches. Il avait fait des recherches. Oui, faire des recherches et présenter le rapport, c'est quand même différent. Bon, alors, s'il a fait des recherches, est-ce qu'il vous a donné des informations sur la perception qu'il a pu avoir des gens qui auraient pu commettre cet attentat? Mais écoutez, il ne s'agirait pas du Premier ministre, il ne s'agirait pas du responsable des services de renseignement, pour le dire. Les Rwandais, que je connaisse en tout cas, qui ont suivi l'histoire d'abord comment dirais-je, attends un peu là, le mot va venir. L'histoire de négociation de paix. Les concessions qu'avait fait M. Abiyarimana et le peuple rwandais qui était préparé à recevoir ces réfugiés ne s'attendait pas à ce coup d'assassinat. Ceux qui ont assassiné Abiyarimana, ce sont ceux qui voulaient prendre le pouvoir total dans notre pays. Donc il ne s'agit pas des extrémistes Hutus, il ne s'agit pas de... Et pour vous, qui voulait prendre le pouvoir total? Ceux qui voulaient prendre le pouvoir total, c'est les Kagame, je vais dire le FPR. Est-ce que pendant la période où vous avez été Premier ministre de Kagame, est-ce que vous avez eu des confidences, est-ce que vous avez entendu dans les bruits de couloir quelque chose se dire au sujet de l'attentat ou des auteurs de l'attentat?
Oui, bien entendu. Mais eux-mêmes, non, non. Il y a une erreur que nous avons commise, je pense. Hein. C'est d'avoir invité les militaires du FPR à venir au centre-ville de Kigali, dans ce qu'on appelle le CND. Je pense que vous connaissez peut-être mieux que moi. Ça, c'est une erreur que nous avons commise. Pourquoi? Parce que nous avions l'espoir que nous nous mettrions ensemble afin que ces réfugiés-là puissent rentrer. Or, l'objectif de Kagame et ses compagnons, c'était de prendre le pouvoir total. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité pour dire que si on a tiré sur l'avion de Habyarimana, il ne s'agit pas des extrémistes Hutus, il s'agit du FPR. Personne n'a dit le contraire en tout cas. Du moins parmi ce que je prétends être de l'opposition contre le régime de Habyarimana et ceux des zones du parti Habyarimana. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le colonel Marshall, évidemment, après toutes les enquêtes qui ont été faites, vous avez participé, vous avez coopéré, vous avez témoigné auprès de la justice espagnole sur les événements du Rwanda, je pense. Vous avez témoigné devant la justice française et devant le tribunal pénal international également. Bon, avec le temps, est-ce que vous vous êtes rendu compte finalement que l'hypothèse d'un attentat par le FPR était irréfutable? Pour moi, oui, en effet. C'est comme on dit, à qui profite le crime? Et généralement, on a la réponse de l'énigme judiciaire. Hein. Mais il faut, pour revenir à la question précédente, même en imaginant que des extrémistes auraient voulu assassiner le président Habyarimana, hein, parce qu'il était trop malléable et ainsi de suite. Mais la situation que l'on a vécue au mois de mars, début avril 1994, mais nous a mis devant l'évidence que même les extrémistes ne demandaient qu'une seule chose, c'était d'aller au bout du processus de paix, parce que l'ultime étape du processus de paix, c'était l'organisation d'élections libres. Et là, c'était évident pour tout le monde que lors de ces élections, le vote aurait été à caractère communautaire. Bon, la majorité des Hutus aurait voté pour des députés Hutus, des représentants Hutus, et les Tutsis auraient fait vraisemblablement la même chose. Et le rapport entre les communautés aurait été gardé, et ça, Kagame n'en voulait pas. Alors, parce que il faut aussi savoir que pendant que nous étions là, moi, entre autres personnellement, j'ai été contacté par M. Jacques Biozagara, qui m'a suggéré... Qui était membre du FPR. Qui était membre du FPR, hein, et qui m'a suggéré de proposer le président de la Cour constitutionnelle pour remplacer le président Habyarimana. Donc il y avait déjà, et ça je vous parle d'un entretien que j'ai eu à la fin du mois de janvier 1994. Donc il y avait des tentatives... 3 jours avant l'attentat. Non, 3 mois avant l'attentat. Oui, fin janvier. C'est un membre du FPR qui vous propose de faire remplacer le président Jacques Biozagara, oui. Hein, en disant que la MINUAR devrait remplacer le président Habyarimana par le président de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une demande de coup d'État par les Nations Unies. Oui, pratiquement un coup d'État officiel, hein, donc sans effusion de sang, simplement en remplaçant, en oubliant que le président Habyarimana avait prêté serment le 5 janvier aux institutions de transition, et donc il était officiellement président de la République. En exercice. En exercice. Alors, il y a un point important sur lequel je souhaite avoir votre éclairage, c'est que toujours, je crois, vers le mois de février, il y a eu, pour parler vraiment de la situation militaire, il y a un avion C-130 belge
qui reçoit un tir par les éléments du FPR. Et vous avez fait un rapport sur cette affaire-là. Mais est-ce qu'il y a eu une enquête? Parce que c'est une menace du FPR directe contre la mission des Nations Unies, contre la mission de la paix. Oui. Enfin, c'est pas au mois de février, c'est au début janvier. Début janvier. Début janvier. Enfin, moi, j'ai adressé une plainte officielle. Le général Dallaire également. D'enquête, je ne suis pas certain qu'il y en ait eu, mais en tout cas, il n'y a pas eu de suite aux plaintes qui avaient été formulées sur l'ouverture du feu sur un C-130 belge qui était stationné à Kigali à ce moment-là. Mais là, il y a eu une implication tout à fait directe avec une connexion éventuelle avec l'attentat du 6 avril. C'est que suite à cette attaque sur l'avion, le FPR a exigé que l'axe d'atterrissage ou de décollage passant au-dessus de son cantonnement soit interdit. Ah bon? Comment ça? Ah oui, après l'incident du C-130, donc le FPR est intervenu auprès, je ne sais pas qui, mais il y a une décision qui a été prise que l'axe d'atterrissage ou de décollage qui survolait le cantonnement du FPR ne pouvait plus être utilisé. La relation avec l'attentat du 6 avril, c'est qu'il y avait deux possibilités d'atterrir sur l'aéroport de Kanombe et que la suppression d'un axe d'atterrissage, forcément, ne laissait plus qu'une seule possibilité, ce qui est quand même plus facile pour organiser un attentat. Et le FPR a demandé cette interdiction en quelle qualité? Puisque le FPR n'était qu'un mouvement politique, comme le mouvement politique de M. Touadéra Moungou. Comment le FPR peut demander et obtenir ce genre d'interdiction dans le cadre d'un processus de paix et alors en même temps qu'on a un État souverain avec un président de la République en exercice? Oui, oui, on peut se poser la question. Moi, je n'ai pas la réponse puisque je n'ai pas participé aux éventuelles négociations, mais la décision est tombée très, très rapidement. Le problème, c'est que le FPR, à part exiger toujours plus et de manière plus incisive, c'était sa technique de négociation. Vous avez entendu cette affaire de suppression de la piste de l'aéroport? Oui, mais bien entendu. Mais alors, quand vous posez la question à savoir qui a décidé, qu'est-ce qui dirigeait à ce moment-là? Si ce n'est que la minoire, disons que Dallaire et le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le Camerounais qui était chez nous. Monsieur Bobo. Oui. Alors, s'ils ont accepté, c'était fini. Habyarimana n'avait plus rien à dire, n'est-ce pas? Et donc, ils ont exécuté, les avions ne passeront plus au-dessus du bâtiment du CND. Mais est-ce que c'était dangereux de passer au-dessus du CND, colonel Marshall, vous qui étiez sur place? Non, non. Il n'y avait pas de raison d'interdire le survol du cantonnement du FPR, c'était toujours territoire rwandais, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et on va là permettre une zone, comme on dit, une no-fly zone, en plein processus de paix, parce qu'on oublie parfois que le FPR avait signé les accords d'Arusha, avait signé le protocole d'accord sur la zone de consignation des armes, mais finalement, on se retrouvait avec un partenaire qui n'arrêtait pas d'exiger des choses de plus en plus invraisemblables. Alors, je vais vous poser une question de fin. Est-ce que vous avez un espoir que la vérité sera un jour connue, la vérité et peut-être la justice sur cette affaire d'attentat? Parce que deux chefs d'État africains sont tombés. Mais moi, je pose la question aussi. Qui doit imposer au peuple rwandais d'accepter tout ce qui vient de l'Occident, n'est-ce pas? Le pays nous appartient, nous connaissons son histoire plus que eux, nous connaissons ce qui s'est passé depuis 1980
comment dirais-je, 90 jusqu'à 95. Qui peut venir et dire, écoutez, moi je connais mieux le Rwanda que vous? On nous a accusés, ou on m'a accusé moi, de soutenir les Tutsis du FPR. Pourquoi? Parce que je croyais qu'on allait vivre ensemble. Or, le programme a été tout autre. Alors, ce qui s'est passé au Rwanda devrait être absolument laissé aux Rwandais. Quand on voit, moi là, ce qui m'agace aujourd'hui, c'est d'avoir la contradiction qu'il y a eu entre le juge Bruguière et le son juge successeur. Oui, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai que c'est inédit hein, dans la... Oui. Et puis on vient chez nous, on dit, monsieur, c'est fini. Hein? Si vous pensez que monsieur Kagame a tiré sur l'avion de Habyarimana, ce n'est pas vrai. C'est non-lieu. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi? Non, 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 moi je pense que la situation doit absolument changer. Qu'on nous laisse la paix. Les choses ne doivent pas être prises en considération en Occident et venir dire aux Africains, vous prenez. Nous avons décidé. Pour moi et pour le peuple rwandais, le non-lieu n'existe pas. M. Kagame a tiré sur l'avion, il a tué le président Habyarimana du Rwanda et il a tué le président du Burundi, M. Ntaryamira. Et je demande aux Burundais, n'est-ce pas, de ne pas continuer à être timides. Il faut absolument aussi qu'eux demandent qui a tué le président. Kagame ne va pas dire non. Mais c'est quoi Kagame là dans cette région? C'est quoi? Les Américains tremblent face à monsieur, les Européens tremblent face à monsieur, les magouilles entre... C'est quoi? Il faut absolument que ça change. Ça devrait changer. Et pourquoi ça ne change pas? Monsieur Kagame apparaît comme celui qui a la clé hein, de passer au Congo, voler l'or, voler le diamant, voler le coton, et puis ça va où? Non, non, il faut que ça change. Il y a eu la décolonisation, il faut absolument qu'il y en ait une autre, plus de décolonisation que celle qui a été avant. Voilà. Colonel Marchal, mot de la fin, vous avez un espoir que les choses se clarifient sur cette affaire où 2 chefs d'État africains ont péri? Mais oui, je crois qu'il faut garder l'espoir parce que si on abandonnait cet espoir, eh bien les choses seraient dites une fois pour toutes. Donc il est indispensable que ceux qui ont vécu les événements, qui ont une expérience tout à fait concrète de ce qui s'est passé, eh bien continuent à témoigner parce que bon, ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on va perdre la guerre. Et je crois qu'ici, ce sont les principes de vérité et de justice qui sont en jeu et que ce sont des principes suffisamment importants pour qu'on continue le combat, pour qu'il triomphe enfin du mensonge et de tout ce qu'on veut enterrer au nom de la réelle politique. Hein. Je vous remercie, M. Faustin Twagiramungu, le colonel Luc Marchal. Nous avons essayé ici de dialoguer avec vous pour que vous aidiez les gens en tant qu'acteurs de terrain, vous qui avez vécu les événements, pour que les gens puissent comprendre ce qui se cache derrière les rideaux. À bientôt.